L'herbier Agnes Marion Eyre s'élève au sommet d'une colline coiffée d'épinettes sur le campus de l'Université Mémorial. Si ce bâtiment paraît modeste, il n'en abrite pas moins quelque chose d'extraordinaire. Environ 100 000 plantes, lichens et champignons séchés, méticuleusement étiquetés et organisés, soit la collection la plus complète de plantes de Terre-Neuve et Labrador sur la planète et l'une des collections botaniques les plus importantes au Canada. Cet herbier remarquable porte le nom d'une personne tout aussi remarquable, Agnes Marion Eyre. Il y a un siècle, elle a cueilli et pressé quelques 2400 spécimens des plantes aujourd'hui préservées dans le dépôt baptisé en son honneur. Mais il ne s'agit pas de sa seule contribution à Terre-Neuve et Labrador. En plus de militer pour que les femmes obtiennent le droit de vote, elle a été membre fondatrice de la Newfoundland Art Society et de la Newfoundland Historical Society. Agnes Marion Miller est née à St. John's le 2 février 1890, troisième d'une famille de 4 enfants. Toutefois, un an avant sa naissance, son frère John est mort de la diphtérie. Il lui est donc resté un frère aîné, Andrew, et une sœur cadette, Janet. Les 3 enfants ont grandi dans une maisonnée aisée et progressiste. Leurs parents, Mary Morrison et Lewis Miller, les ont encouragés à lire, à apprécier la nature et à poursuivre les activités artistiques et intellectuelles, notamment la peinture et l'écriture. Ils leur ont aussi inculqué un respect à toute épreuve pour les droits des femmes, y compris le droit de vote et de briguer le suffrage. Durant les années 1890, la mère d'Agnès avait été chef de file du mouvement des suffragettes, qui luttait pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Elle était soutenue en cela par son frère, Donald Morrison, l'oncle d'Agnès, avocat et député à la Chambre d'Assemblée de Terre-Neuve. En 1892, Donald avait appuyé une motion qui proposait l'élargissement du droit de vote aux femmes de Terre-Neuve. Mais la majorité s'y étant opposée, le projet de loi avait été défait. En dépit de cette déception, la famille d'Agnès a continué de soutenir les droits des femmes. Une fois à l'âge adulte, Agnès et sa sœur Janet ont emboîté le pas à leur mère et sont devenues des suffragettes militantes. En 1909, elles se sont jointes au nouveau Ladies' Reading Room and Current Events Club au centre-ville de St. John's, un cercle où les femmes et les jeunes filles pouvaient lire la presse internationale, discuter des affaires publiques et assister à des conférences sur la politique, les sciences, les arts et une large gamme d'autres sujets. À cette époque où les femmes avaient rarement accès aux études supérieures, la Reading Room servait d'université informelle. Agnès prospérait dans l'atmosphère libérale du club et y a même présenté une des premières conférences intitulée « Les femmes et le droit de vote ». En 1920, Agnès est devenue membre fondatrice de la Newfoundland Franchise League. On la voit ici, assise à gauche de l'affiche, sa sœur Janet posant de l'autre côté. Agnès est vite devenue l'une des dirigeantes du mouvement. Elle a écrit des lettres dans les courriers du lecteur et fait du porte-à-porte pour lever des appuis, ordinairement en compagnie de sa collègue suffragiste Frances McNeill. Il leur arrivait parfois de rencontrer de fortes résistances à leur cause. Le premier tome du Book of Newfoundland relate comment Agnès se souvient de l'une de ces rencontres. On s'étonne de voir des gens autrement charmants éclater en de terribles colères et nous chasser de leur bureau dès qu'ils comprenaient la nature de notre mission. Nous avons rencontré tous les politiciens passés, présents et à venir des 2 côtés de la Chambre. Ils étaient convaincus que nous voulions prendre le contrôle de la Chambre d'Assemblée et leur voler leur poste. Avec la même gravité, ils nous répétaient tous « La place d'une femme est dans sa maison ». Mais Agnès et les autres suffragettes ont persévéré. Après maintes années de labeur, elles ont fini par obtenir en 1925 le droit de voter et d'être candidates. Leur détermination
et leurs victoires chèrement acquises ont entraîné des changements politiques durables et positifs. À son mariage en 1913, Agnes Miller était devenue Agnes Miller Eyre. Son époux, Harold Eyre, était le directeur d'Eyre & Sons, une entreprise prospère fondée par son grand-père durant les années 1800. Le couple allait donner naissance à 4 enfants. Louis est né en 1914, Frédéric en 1915, Andrew en 1917 et Janet en 1921. Agnes et Harold ont connu un mariage confortable et heureux, partageant plusieurs intérêts, dont le jardinage, la randonnée et la lecture. Mais Agnes appréciait aussi ses longues excursions en solitaire dans la nature. Et elle apportait souvent avec elle son matériel d'art pour dessiner les plantes locales. Ce qui avait commencé comme un hobby est devenu une activité scientifique sérieuse qui a eu des répercussions de grande portée. Au cours des années 1920, Agnes Eyre s'est découvert une passion profonde et durable pour les plantes. Ce goût lui est venu durant la visite à St. John's d'une de ses amies de Grande-Bretagne, Jenny Nowling, qui avait regretté qu'il n'existe pas de liste satisfaisante des plantes sauvages de Terre-Neuve et Labrador. Les deux femmes ont alors décidé de combler cette lacune. Lorsque Nowling est rentrée chez elle, se retirant du projet, Eyre a persisté, et ce, avec une concentration et une détermination remarquables. Pendant des années, elle a arpenté les étendues sauvages de Terre-Neuve et du Labrador, recueillant toutes les fleurs, les plantes, les champignons et les lichens qu'elle pouvait trouver et s'appliquant à identifier chaque spécimen. Il s'agissait d'un défi considérable à une époque où il n'existait aucun répertoire complet de la flore locale et où il était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui d'avoir accès à ce genre d'informations. Eyre tenait une correspondance régulière avec des experts reconnus et a visité les collections botaniques de l'Université McGill à Montréal, du musée South Kensington de Londres et de l'herbier Gray à l'Université Harvard, où elle a rencontré le professeur Merritt Fernald, un botaniste réputé qui l'avait consulté et qui a fait l'éloge de sa collection et de ses talents de botaniste autodidacte. Au terme de ses activités, Eyre avait recueilli et préservé 2440 spécimens et peint 1890 aquarelles. Outre cette étonnante accumulation, elle a publié en 1935 le guide Wildflowers of Newfoundland. En quelques 10 années, Eyre avait fait une contribution prolifique, significative et durable à notre connaissance de la flore de Terre-Neuve et Labrador. Outre la botanique et le droit de vote, Agnes Eyre avait de nombreux autres intérêts. Elle a notamment étudié le folklore et l'histoire de l'île. Elle s'est particulièrement attardée aux origines des toponymes et des noms de personnes locaux, publiant le livret Newfoundland Names en 1936. Elle possédait aussi un savoir encyclopédique des diverses croyances folkloriques associées aux plantes locales. Par exemple, les cormiers, aussi appelés sorbiers, avaient la réputation de porter chance, tandis que les frênes tenaient à l'écart les lutins malicieux. Eyre a aussi été membre fondatrice de la Newfoundland Historical Society, qui est toujours en existence de nos jours. De plus, en 1925, elle a contribué à la fondation de la Newfoundland Art Society. Durant près de 2 décennies, cette société a organisé des expositions et aidé des artistes locaux à présenter leurs œuvres à des expositions internationales. La vie bien remplie et productive d'Agnes Marion Miller Eyre a malheureusement été écourtée par la maladie. Elle est en effet morte du cancer en 1940 à l'âge de 50 ans. Mais son héritage lui survit, notamment dans les bulletins de vote que les femmes de Terre-Neuve et Labrador déposent à chaque élection, ainsi que d'une autre manière importante. En 1954, sa famille a fait don à l'Université Memorial
de son imposante collection de spécimens et d'aquarelles de plantes. Ce legs a formé la base de ce qui allait devenir l'herbier Agnes Marion Eyre, un dépôt où les chercheurs et les amateurs de plantes profitent encore des recherches qu'elle a menées il y a un siècle et continuent d'ajouter leur contribution.